Père Violet, vous êtes avec nous également, avec Natacha Polony, avec Jean-François Colosimo, merci à vous. Ce qui va se passer maintenant exactement, on voit à quel point évidemment, le rituel qui remonte à plusieurs siècles, il y a eu l'élection même, le nouveau pape se choisit un nom. Que penser d'ailleurs de ce nom, Léon XIV ? Eh ben, c'est très très intéressant. Alors Léon XIV, on peut imaginer immédiatement qu'a priori la référence la plus proche c'est celle de Léon XIII, et Léon XIII c'est un pape très étonnant. D'abord il a été élu pour sa santé fragile, on s'est dit tiens il va pas durer très longtemps. En fait il a régné 25 ans, il est mort à 93 ans, le pape le plus âgé au moment de sa mort en 1904. Donc, progressiste. Alors, progressiste, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il était tourné vers la question ouvrière, mais il a condamné le marxisme, le socialisme et le libéralisme qu'il a rejeté. Il a voulu s'intéresser à la doctrine sociale qu'il a mis un peu au goût du jour. Et en même temps, c'était un intellectuel et un diplomate qui a voulu remettre le thomisme au centre des questions intellectuelles. Donc c'était un vrai mélange. Et je recommande, tout le monde peut aller sur Internet, la première archive qui existe d'un pape, d'ailleurs c'est Léon XIII, c'est un film, c'est un tout premier film en noir et blanc extrêmement mouvant, mais qui est assez frappante à observer. Jean-François Colosimo, c'est la première apparition. Restons un instant sur cette image. Le fait qu'il revête les ornements traditionnels, c'était le premier signe. Oui, la mosette et le pallium, la mosette de satin, parce que c'est le printemps et l'été, et qui tourne à l'hermine, n'est-ce pas, l'hiver. Le pape François y avait renoncé. Le pape François y avait ostensiblement renoncé. Donc là, on voit un pape qui à nouveau, je dirais, nous apparaît comme par exemple Benoît XVI aimait lui-même se montrer, n'est-ce pas, dans une forme de continuité. Et puis, on voit qu'il y a donc certainement là un signal aussi à, je dirais, la frange des catholiques qui peuvent s'inquiéter, n'est-ce pas, d'une certaine, je dirais, d'un certain délabrement liturgique, n'est-ce pas, et particulièrement les franges tout petit peu traditionnalistes qui sont attachées, par exemple, à la dite messe en latin. Voilà, ils retrouvent un pape qui, je dirais, leur parle beaucoup plus immédiatement, eux qui avaient souvent très mal compris quand même François. Et on verra dans les minutes qui suivent, dans les heures plutôt, s'il va dans la modeste maison Sainte-Marthe comme son prédécesseur ou s'il retourne dans les appartements pontificaux. Je vous redonne tout de suite la parole, mais rendons-nous place Saint-Pierre, où vous êtes, Margot Haddad. Dites-nous un premier mot, disons, de l'ambiance, du climat que vous avez vécu, vous, à l'intérieur même de l'événement. Ce qui est assez fabuleux, c'est de voir toutes ces nationalités réunies, ces fidèles qui sont arrivés après quelques minutes. Dès qu'on a vu la fumée blanche, ils ont afflué sur cette Via della Conciliazione pour se rendre vers la place Saint-Pierre, pour voir ce fameux Habemus Papam et pour pouvoir voir ce nouveau pape américain qui incarne vraisemblablement ce contre-pouvoir à Donald Trump, puisqu'il n'est pas du tout sur la même ligne que le président américain. C'est quelqu'un qui est en soutien aux migrants, mais également aux plus démunis, et qui rappelle dans son discours, son premier discours, la paix, puisque ce pape parle aux Américains, à ces 2 milliards d'Américains qui sont catholiques, mais également aux latino-américains, puisqu'il a passé énormément de temps en Amérique latine. Je suis avec Étienne Pépin, qui est un des plus grands vaticanistes, qui est à mes côtés. Que représente ce pape pour ces milliers de fidèles qui sont ici ce soir ? C'est leur père, c'est le père de l'Église universelle, de l'Église catholique. C'est le père de toutes ces nationalités. Le pape Léon XIV, il représente ça. Il est né aux États-Unis, d'un père français, d'une mère italienne. Il est parti vivre au Pérou, dans une... voilà, il était paroisse. Dans un diocèse péruvien. Il était issu de la congrégation des Augustins, avant d'avoir été nommé dans les années 2020 par le pape François comme préfet du dicaster pour les évêques. C'est une surprise pour vous, ce pape américain ? Alors, c'est une surprise pour beaucoup, sans doute, puisque en fait, on ne s'attendait pas nécessairement à ce nom-là. Il faisait partie des papabilés, son nom circulait, c'était une figure de la curie romaine. Le dicaster pour les évêques, c'est véritablement ce pôle ici à Rome qui gère tous les évêques du monde. Donc, c'est une figure de la curie romaine. Il connaît très bien les évêques à travers le monde entier. À ce titre-là, justement, c'est une figure universelle. Il peut parler à tous. Il prend le nom de Léon XIV. Il se met ainsi dans les pas d'un pape qui avait eu un très long pontificat marqué par une volonté de justice sociale. Merci Étienne Pépin. Comme vous l'avez entendu, cette justice sociale qui sera certainement au cœur de ce pontificat. Un pape donc qui marche dans les pas du défunt pape François.
Merci beaucoup Margot Haddad. Avec nous aussi Natacha Polony. Alors on a une version plus croyante et plus profane, un peu plus profane avec vous si vous permettez Natacha Polony. L'habileté manœuvrière de ce pape qui est à la fois, qui donne des gages aux conservateurs et aux progressistes et qui est une synthèse à la fois du Nord et du Sud. Oui, et c'est sans doute ça qui est extrêmement intéressant parce que la difficulté après François, c'était évidemment de retrouver quelqu'un qui soit aussi synthétique que l'était François, qui était un pape qui n'était pas européen, qui était un pape qui était à la fois, on va dire, normalement conservateur sur les questions de mœurs, mais qui en même temps a bousculé profondément l'Église. Et on voit que cet équilibre, qui était quand même pas du tout évident à trouver, semble apparaître dans la figure de ce nouveau pape. Rerum Novarum, c'est vraiment l'encyclique qui fixe pour le XXe siècle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire en effet une Église qui est là aussi sur la ligne de crête. Pas le marxisme, mais la dignité des êtres humains et la vocation universelle des biens, c'est-à-dire quand même la critique frontale du capitalisme, de l'argent roi. Un message à Donald Trump. Alors, il y a notamment, on voit beaucoup les images qui tournent en haut à droite de l'image, celle notamment où il disait les prières pour la mémoire du pape François. Ça, c'est le côté continuité, mais, disait Jean-François Colosimo, il y a les ornements qui sont plus traditionnels. Vous allez me détester, mon père, je vais utiliser un mot affreusement profane, mais un côté assez centriste. En réalité, c'est quelqu'un, en tout cas, qui va rassembler beaucoup de courants dans l'Église. Rassembleur, on peut dire. Oui, certainement rassembleur. Je pense qu'on a très peu d'éléments pour savoir exactement ce que ça va donner, bien sûr, ce pontificat de Léon XIV, mais il y a clairement un aspect de synthèse. D'abord, c'est un pape missionnaire, parce qu'il a été missionnaire 20 ans au Pérou, donc il connaît la pastorale, il connaît le peuple, et le peuple particulièrement pauvre, peut-être, les périphéries chères au pape François. Et en même temps, c'est un membre de la curie. Donc plusieurs années, il a enseigné, il est docteur en droit canon, donc c'est un intellectuel. Le pape François n'était pas docteur. Donc il y a vraiment un mélange. Bien sûr, c'est un pont entre le Nord et le Sud, les États-Unis et le Sud de l'Amérique, mais en même temps, c'est un pape qui est très connu et donc apprécié des évêques. Sur les questions des homosexuels notamment, et aux États-Unis, ces dernières années, ça avait beaucoup d'importance. Il a eu des positions là aussi assez centristes, moins progressistes certainement que le pape François. Absolument. Alors on peut parler de qui était le cardinal Prévost, parce qu'on ne sait pas qui va Il faut prononcer à l'américaine, là. Qui va être à Léon XIV. Il est effectivement issu d'un père franco-italien, d'une mère espagnole, donc il est dans ces marges du catholicisme de Chicago, n'est-ce pas? Et il va choisir l'Église. À partir de ce moment-là, c'est un homme d'ordre. Il rentre dans un ordre, l'ordre des Augustins. Il fait du droit canon, c'est-à-dire que c'est un juriste. C'est pas tellement un intellectuel, je dirais peut-être pas au sens artistique du terme, peut-être, c'est surtout un juriste, et donc c'est un homme de fond, n'est-ce pas? Et ensuite, évidemment, son nom était quand même évoqué par les vaticanistes italiens parce qu'il y avait, on craignait un véritable, je dirais, blocage. Simplement, il y avait quand même deux grandes tendances qui réclamaient de l'ordre. C'était ceux qu'on va appeler les conservateurs pour plus de facilité, avec le cardinal Erdo de Budapest qui voulait un retour à l'ordre moral, et il y avait la curie qui voulait un retour à l'ordre institutionnel. Les deux aspects ont été quand même assez bousculés par François. Il est apparu assez vite que Pietro Parolin, qui apparaissait le favori, en fait n'arrivait pas à agréger, n'est-ce pas? Et je pense donc que, comme il se passe très souvent, lorsqu'il y a un blocage, on élit un membre de la curie. C'était le cas pour Pie XII, c'était le cas pour Paul VI, c'était le cas pour Benoît XVI. Et là, on est tout à fait dans ce cas de figure avec, évidemment, là on l'a dit, un homme qui présente un aspect, pour le coup, ultra progressiste sur la défense des pauvres et la question de la paix, mais sur les questions, et par exemple, ça va de pair, l'écologie, n'est-ce pas, qui est une question planétaire, et qui, de l'autre côté, sur les questions dites sociétales, est véritablement quelqu'un qui marque le pas. Un pape américain, évidemment, c'est ça qui résonne dans le monde entier, dans les circonstances présentes, avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Réaction de Donald Trump. Félicitations au cardinal Robert Francis Prévost, qui vient d'être nommé pape. C'est un immense honneur de savoir qu'il est le premier pape américain. Quelle émotion et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de rencontrer le pape Léon XIV. Ce sera un moment très significatif. Est-ce que je peux poser une question, alors qui n'est pas très théologique, mais ça joue dans la vie de l'Église? Il y a beaucoup de donateurs américains. C'est une Église puissante, importante pour l'avenir de l'Église aussi. Absolument. Mais néanmoins, dans le cas de ce nouveau pape,
ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il semble avoir un charisme que n'avait pas Parolin. Si on peut dire que la compétition s'est faite entre deux visions du successeur de François, c'est qu'il fallait quelqu'un qui incarne ce charisme et qui recentre l'Église sur ses bases fondamentales. On l'a vu, à l'aise, pleurant. Au début, l'émotion, laissant paraître ses émotions, alors que Paroline, qui était un concurrent, était beaucoup plus froid et réservé. Mais on l'a vu pleurer. On l'a vu effectivement très naturel dans ses premiers mots. Naturel dans ses premiers mots et en même temps un petit peu américain par la durée qu'il a fait observer par le public, dont la clameur ne s'arrêtait plus. Et ça, d'une certaine manière, formellement parlant, ça nous indique quelque chose de sa nature. Oui, disons les choses. Il faut un showman. Rappelons, et ça n'a rien d'impie, rappelons que Jean-Paul II était un formidable aussi showman. Homme de théâtre, showman. Et il y a de la graine de ça. Oui, sans doute. Alors après, on peut aussi se dire que même si c'est très lointain, l'ordre augustinien est un ordre mendiant, originellement, qu'il y a donc là quelque chose qui s'inscrit, en effet, dans une histoire du rapport à la pauvreté, au message du Christ. On peut aussi considérer que ce pape-là, d'après ce qu'on peut comprendre de lui, va être un pape missionnaire, dans la mesure où, quand on regarde son parcours, il y a cette dimension de pastorale. Dans ses premiers mots, certes, c'est un classique de rendre hommage aux prédécesseurs, mais on sent qu'il a prononcé volontairement ces mots. Nous sommes une église synodale. On sait que le pape François a bousculé profondément les institutions de l'église, justement parce qu'il voulait une église qui soit plus synodale, c'est-à-dire une église qui parte de la base. Allez, soyons plus directs. Est-ce qu'il vous plaît ce pape, a priori? Impossible de le savoir. Vous avez une première impression. Revanche, dans la mesure où il est en partie, semble-t-il, dans la continuité de Bergoglio, je pense que ça va être intéressant. À titre personnel, j'aime autant cela. Très bien. Vous êtes avec nous, Hélène Bonnet. Première réaction, c'est intéressant de voir ce que dans la foule des fidèles, vous avez perçu, voilà, on vient de faire un premier portrait de ce nouveau pape. Oui, alors j'ai la bonne personne pour réagir. Je suis avec une Française, Juliette, mais qui a aussi des origines américaines. Alors dites-moi, Juliette, déjà, un pape américain, c'est une première. Comment vous réagissez? Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à un Italien, pour être totalement honnête. Et là, un pape américain. Mais je pense que c'est... Voilà, je sais pas si c'est nécessairement le bon choix, mais en tout cas, c'est un choix actuel avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Est-ce que ça sera un pape aussi un peu diplomate qui pourra mieux communiquer avec les dirigeants du monde, parle anglais, je sais pas. Mais en tout cas, je suis un peu sous le choc. Et vous disiez un pape américain, ça a peut-être un sens en ce moment? Oui, je me dis déjà, c'est un pape évidemment qui parle très bien anglais, qui parle aussi très bien italien, il a aussi parlé espagnol. Donc parler aussi anglais, je pense, c'est assez important. Et de communiquer notamment avec les États-Unis. Est-ce qu'il aura une voix très importante dans ce dialogue, dans cette communication? Je me pose la question. Qu'est-ce que vous attendez de lui, sur quel sujet? Je m'attends notamment au fait qu'on puisse vraiment avoir la paix dans ce monde et que lui soit le porteur de cette voix. Il en parlait énormément dans son discours de la paix, de la joie, de l'amour. Voilà, des principes très simples, mais parfois on le ressent pas tout le temps. Et je me dis, est-ce que ça sera cette personne qui va pouvoir apporter ça au monde aujourd'hui? Merci beaucoup, merci Juliette. Merci beaucoup Hélène, merci à votre invité. Arrêtons-nous un instant à l'aspect américain. Dans les prochaines heures et jours, évidemment, tout le monde va scruter les rapports ou les différences avec Donald Trump. Ça va être, tous les commentateurs de la planète vont s'en donner à cœur joie. Est-ce qu'il est éloigné, comme certains l'imaginent, ou au contraire, est-ce qu'il va être attentif, disons, à pas heurter le chef d'État américain? C'est tout l'enjeu de de ces deux personnalités venues des États-Unis, le bulldozer Trump, et puis ce pape qui paraît en revanche beaucoup plus intériorisé et en même temps conscient de devoir rayonner. Habile. Le New York Times, le 2 mai, a fait un très intéressant article où ils disent il a ses chances, et notamment parce qu'il sait très bien manœuvrer. Oui, je crois que c'est pas un évêque américain au sens de états-unien. La carrière qu'il a faite aux États-Unis, c'est dans l'ordre des Augustins.
et pas du tout comme évêque. N'est-ce pas ? Quand il a été évêque, il était évêque au Pérou. Donc, de ce point de vue-là, il sort pas véritablement la marmite américaine, où par exemple, vous avez un Dolan qui est l'archevêque de New York, qui a la faveur de Trump, et vous avez un McElroy qui est celui de Washington, qui au contraire est un opposant déclaré à Trump, le corps épiscopal américain étant très divisé. Lui, il est assez préservé par rapport à ça, parce qu'il a jamais eu finalement à faire ça. Son temps aux États-Unis remonte aux années 2000, et encore lorsqu'il était dans le Midwest, à Chicago, ville très universitaire d'ailleurs, une ville très catholique, mais à part ça, c'est un Romain, c'est un homme de la curie depuis longtemps. Et cependant, le côté mondialisation. Cette fois, on est vraiment entré dans le nouveau monde. Rappelez-vous, quand Jean-Paul II est élu, la foule, là, place Saint-Pierre, elle entend Wojtyła, donc le mot polonais. Beaucoup se demandent est-ce que c'est un africain, parce qu'ils se disent c'est un nom trop bizarre de leur point de vue. Et cette fois-ci, il y a eu le pape sud-américain François, et maintenant un autre pape du nouveau monde. En réalité, la vieille Europe, on était habitué aux papes italiens qui se succédaient. C'est fini. Oui, mais en même temps, alors on entendait la foule dire Papa Léoné, tout de suite ils l'ont adopté, c'est assez touchant. Et en même temps, bon, ça reste un latin, c'est-à-dire origine espagnole, italienne, française. C'est quand même très très latin tout ça. Et du côté de Chicago, il y a quand même un héritage venu d'Italie qui est aussi indéniable. Maintenant, il est à la congrégation pour les évêques, mais seulement depuis 2023. Donc on pourrait se dire, tiens, il est bien au courant des réalités, des évêques en Asie, en Chine particulièrement, difficile à nommer, des évêques en Afrique, etc. Il a dû suivre tout ça de très près, mais très récemment. Aidez-nous à avoir des points de comparaison. Vous citiez Léon XIII, qui était ce pape plutôt social, mais dans d'autres domaines très conservateur. Et je recommande encore une fois ses archives. On a Jean-Paul II, on a évidemment le pape Benoît, qui était quelqu'un de très intellectuel, très resserré. Les plus anciens se rappellent Jean XXIII, avec le côté papa buono, généreux, rond, etc. Comment vous le qualifieriez, de quelle généalogie ? Moi, je le comparerais plutôt à Paul VI, un homme de la curie, un homme d'une belle culture théologique, qui hérite d'une situation compliquée qui est comment on va finir le Concile Vatican II et comment réunir toutes ces forces centrifuges, centripètes. Et donc un pontificat qui va être fondé particulièrement dans le domaine géopolitique sur une forme de réalisme, n'est-ce pas ? Qui va être fondé théologiquement sur beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, plus d'approximation, etc. Et qui va être, en fait, un pontificat. C'est pour ça qu'on a certainement aussi, le Saint-Esprit et les cardinaux l'ont choisi, parce que c'est un homme qui, effectivement, c'est son premier mot dans ses discours, des ponts. Mais les ponts, il ne faut pas les jeter simplement entre l'Église et le monde. Aujourd'hui, il s'agit, n'est-ce pas, après un pontificat, encore une fois, qui était un pontificat de Luther, les ponts, il faut les jeter au sein de l'Église. Et donc, je vois, moi, plutôt un magistère très pertinent, mais plutôt discret. Vous nous avez dit tout de suite là, les ornements pontificaux traditionnels qui rappellent plus Benoît XVI que le pape François, mais une identité notamment sud-américaine plus progressiste. Margot Haddad, vous êtes place Saint-Pierre. Qu'est-ce qui domine dans les premières réactions ? C'est le regard sur un pape conservateur ou réformateur ? Eh bien, j'ai envie de vous dire un peu des deux. C'est justement ce qui fait la particularité de ce pape, qui est ouvert sur la scène internationale, mais également envers les plus démunis, les migrants, qui est donc sur une ligne sociale pas très conservatrice, mais qui, sur d'autres questions, notamment sur les questions LGBT, il est plutôt conservateur comparé au pape François. Je suis avec Étienne Pépin qui est à mes côtés. Étienne, il est vrai que ce pape a une forme de dualité dans son profil qui est très intéressante. Alors, il a une dualité parce que, d'abord, il a pris le nom de Léon XIV. Et il y a dans ce nom toute la justice sociale portée par la doctrine sociale de l'Église dans l'histoire, avec un texte majeur qui avait été signé de la main de Léon XIII au XIXe siècle, Rerum Novarum. Il y a fort à parier que le pape Léon XIV se situera dans cette continuité-là, qui est également aussi dans les pas du pape François sur la question de la justice sociale, sur la question des migrants, sur la question des pauvres, sur la question de la paix. Ça a été un des grands sujets débattus dans les congrégations générales cette semaine à Rome. La paix, voilà, le monde fait face à plusieurs guerres simultanément. Le pape
pape, j'allais dire le pape François, non, le pape Léon XIV. Il va falloir qu'on s'y habitue. Le pape Léon XIV a d'emblée justement lancé un grand appel à la paix. Ensuite, sur son profil, peut-être conservateur, c'est vrai que, sans doute comme tous les papes qu'on aurait pu avoir sur les questions sociétales, il restera conservateur, il restera fidèle à la doctrine de l'Église sur les questions du début et de la fin de vie. Voilà, je pense qu'il sera là-dessus dans les pas du pape François en fait. Mais très clairement, on en parlait tous les deux, il a dû se passer quelque chose lors de ce conclave pour que ça aille aussi vite. Il y a eu 4 tours de scrutin. Un premier hier soir, 3 aujourd'hui, c'est allé très vite. On s'attendait à d'autres noms, comme le cardinal Parolin, le cardinal Pizzaballa ou même le cardinal Jean-Marc Aveline, le français, l'archevêque de Marseille. Et puis là, c'est encore un autre nom. Même si le cardinal Prévost faisait partie des papabilés, à vrai dire, il n'était pas dans ma liste de favoris. Je ne m'y attendais pas. Peut-être que les cardinaux sont allés chercher un nom qui pouvait embrasser un peu tous les défis de l'Église d'aujourd'hui. Un pape issu des États-Unis, d'un père français, d'une mère italienne qui a longtemps travaillé au Pérou comme missionnaire, comme évêque, issu de la congrégation des Augustins, mais qui est en lien aussi avec tous les évêques du monde, comme préfet du dicaster pour les évêques. Voilà, je crois que à ce titre-là, avec toutes ces facettes de son parcours et de son identité, il répond vraiment au cahier des charges, au profil type, vraiment qui avait été dessiné par les cardinaux ces derniers jours. Un profil rassembleur pour l'Église, parce qu'il y a eu tout de même des différends au sein même de l'Église sur le profil du pape François. Un pape rassembleur également pour le monde, et c'est ce qu'il a essayé d'incarner dans son discours. Exactement, alors rassembleur aussi, peut-être par un symbole, vous l'avez sans doute observé, la tenue qu'il a utilisée pour se présenter à la foule ce soir, place Saint-Pierre. Il était à la fois en soutane, il revêtait une camaille rouge, et puis l'étole traditionnelle des papes lors de leur élection. Et c'était un choix que n'avait pas fait le pape François. Il avait revêtu cette étole, mais très sobrement et seulement pour la bénédiction finale. Là, le pape Léon XIV a choisi de se montrer comme ça dans cette tenue, qui est une tenue traditionnelle, qui avait été employée et utilisée par les papes précédents, le pape François. Peut-être que c'est une manière aussi de dire aux catholiques, voilà, je me situe dans cette longue tradition de l'Église, avec ses coutumes, avec son décorum aussi. Ça fait partie, on l'a bien vu ces derniers jours, avec cette entrée des cardinaux dans la chapelle Sixtine, cette grande tradition multiséculaire. Et bien peut-être qu'avec ces quelques gestes simples, il se met comme ça dans les pas de ses prédécesseurs. Merci Étienne Pépin. Merci beaucoup Margot Haddad, merci à Étienne Pépin. L'importance du décorum, ça n'est pas anecdotique. Pendant que vous parliez, vous réagissiez, mon père vous disiez, va-t-il remettre les mocassins rouges? Parce que les papes, il fut un temps où ils avaient des chaises à porteurs, les palmes, tout ça a été remisé. Enfin, le pape François était allé encore plus loin. Il avait mis, il faut dire, des espèces de godillots. Le monde entier avait dit, tiens, les godillots du pape, qui est un souverain pontife, qui est chef d'État de la Cité du Vatican, chef spirituel d'1,5 milliard et les mocassins rouges, ça comptera. En fait, faire des ponts, c'est aussi faire des ponts avec la tradition, avec les prédécesseurs. Il est le successeur du pape François, mais aussi de Benoît XVI. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il se dépatouille avec tout ça. Parfois aussi, quand on devient pape, on change de nom. Là, il s'appelle Léon XIV et plus le cardinal Prévost. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un changement qui va arriver dans sa vie. Quand on a élu Jean-Paul Ier, on voulait prendre quelqu'un qui faisait un peu la synthèse entre progressiste et conservateur. Eh bien, il a tout de suite ressorti la chaise à porteurs, justement. En 1978, ça a un peu surpris. Mais c'est pas jouable en 2025. Là, je pense que la chaise à porteurs... on va être surpris, peut-être. Oui, là, c'est juste à Soria. Oui, il y a aussi cet héritage. Voilà. Là, un mot sur ce destin fascinant, quand même. Il y a qu'on soit croyant, pas croyant. Voilà. Pape, c'est jusqu'à la mort. Pour les croyants, il est le lieutenant de Dieu sur terre. La tradition voulait qu'on agite un peu d'étoupe devant lui en disant « Sic transit gloria mundi », ainsi passe la gloire du monde. C'est un destin. Oui, et c'est un destin extrêmement lourd. En effet, la responsabilité est immense parce qu'on sait, surtout quand on repense au pontificat de Jean-Paul II, à celui de François, à quel point un pontificat peut avoir une influence même sur la géopolitique mondiale, en l'occurrence Jean-Paul II. Donc là, la tâche qui lui incombe, c'est en effet de prendre 2000 ans d'histoire sur les épaules, mais d'être de son temps et tourné vers l'avenir. Et ce qui va être intéressant, c'est ça, parce que la question, il remet la tenue, certes traditionnelle, bien entendu, mais bon, ce n'est pas non plus Ratzinger qui avait ressorti les vieilles dentelles. Donc c'est un équilibre. Attention, et toute la question, vous êtes déjà en train de choquer l'aile gauche
sais bien. Ça, c'est le mot, l'expression vieille dentelle a heurté un petit peu Jean-François Colosimo. Je termine juste là-dessus. Je pense que le pontificat du pape François a bousculé énormément de choses et il prenait un malin plaisir à le faire parfois avec brutalité, que ce soit dans les institutions de l'Église, dans sa gestion de toute la frange la plus intégriste de l'Église. L'enjeu là, c'est à la fois d'apaiser et de continuer. En fait, c'est ça la question qui va se poser. Est-ce que ça va pencher davantage vers l'apaisement ou est-ce qu'il va y avoir l'équilibre de la continuité et de la pacification? Alors, réponse de Jean-François Colosimo et je vous donne tout de suite la parole, Jacques Collet. Non, c'est un nouveau pontificat qui s'ouvre. Ce pontificat, il n'a pas vocation à continuer le pontificat de François, il a vocation à continuer l'Église catholique dans les circonstances où elle est aujourd'hui. Et le pape qui a été choisi, c'est la conviction des cardinaux qui ont voté en grande majorité pour lui, c'est le pape pour aujourd'hui, c'est-à-dire pour la situation du monde, de l'histoire, telle que le monde et l'histoire vont. Et donc, il va falloir s'attendre à vivre avec lui et certainement pas, je dirais, à regarder trop est-ce qu'il fait ceci ou cela par rapport à quel passé immédiat ou lointain. C'est un homme d'avenir. Jacques Collet, vous êtes vraiment un des meilleurs spécialistes de ces questions. Dites-nous à quel point aussi c'est un souverain absolu. On ne se rend pas compte à quel point l'homme qu'on voit là a un pouvoir total. Il nomme qui il veut, quand il le veut, il révoque qui il veut. Absolument. D'ailleurs, il était très très bien placé puisque lorsqu'il était conseiller du précédent pape et que donc il avait la main, si je puis dire, sur la nomination des prélats. Donc d'une certaine manière, volontairement ou pas, il a construit son destin. Il connaît son monde. Mais absolument. Et en même temps, si formellement, effectivement, il restaure l'image que l'on a traditionnelle, un petit peu 19e siècle du pontificat, dans la forme, c'est quand même lui qui, après son expérience péruvienne, disait « Un évêque ne doit pas être un petit prince assis en son royaume, il doit être proche du peuple, qu'il sert et marcher avec lui, souffrir avec lui. » Donc, le message, encore une fois, du chef de l'Église est un message très subtil, très fin. Il faut maintenant lui laisser le temps de nous faire entendre tous les messages qu'il veut délivrer. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête, je vais vous poser une question qui vous paraît être un peu intimiste, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un homme? Parce qu'il est homme, même pour le croyant, il est à la fois homme, pécheur. Il y a cette scène fameuse depuis des siècles dans la chambre des pleurs où la charge est si grande que, avant de paraître au balcon, il éclate en larmes. Écoutez, j'ai peut-être rêvé, mais j'ai eu l'impression que quand il est apparu au balcon, il a pris un temps d'intériorité. Il avait l'air assez ému quand même. On a vu qu'il jetait des regards un peu, il était intimidé, c'est normal. Il ne fait pas seulement face à quelques dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent place Saint-Pierre. Regardez, c'est l'image dont vous parlez, où effectivement il a eu les yeux embués. Oui, on le sent un peu, et c'est normal, parce que c'est vrai, on parle souvent de la responsabilité écrasante, mais c'est avant tout un homme qui se retrouve face à ses propres limites, et face à sa nécessité d'être synodal, pas seulement dans tous ses actes au quotidien, mais de gouvernement aussi, s'entourer d'une équipe qui va le conseiller, qui va l'aider, et avec laquelle il ne devra pas cliver. Oui, alors en effet, Jean-François Colosimo disait c'est l'homme du moment pour l'Église du moment. Mais en effet, la question, c'est de savoir justement vers quel chemin va se tourner l'Église. Le message envoyé eût été très différent si on était allé vers un pape, par exemple, italien ou européen, n'ayant pas d'ouverture sur le monde. Vous voyez, l'Église est en fait dans un moment de bascule. C'est vers l'Asie notamment que se joue énormément aujourd'hui pour le catholicisme. Tout cela, ce pape-là va devoir le gérer. Le monde est si difficile. Les papes, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été confrontés à des choix d'une extrême gravité, notamment en 1939, notamment dans la résistance, dans le degré de résistance face aux puissances de l'Axe. Aujourd'hui, il y a Trump d'un côté, ses adversaires de l'autre, il y a les pros et les anti-russes. Dans quelques instants, on retrouvera Gérard Haro. Le poids, l'ONU ne pèse plus grand-chose. La papauté aura un poids considérable. Il sera certainement plus prudent dans les relations diplomatiques que ne s'est parfois montré François, par exemple, sur la question de l'Ukraine ou autre. Et il se montrera surtout, je crois, d'abord, et c'est ça qui est important, le pape des catholiques, 1,4 milliard de fidèles à travers le monde, là où François avait pu apparaître le pape en quelque sorte de la planète, souvent plus apprécié hors de l'Église qu'à l'intérieur,
par certaines franges au moins, et je pense que lui va avoir un très grand souci pastoral, d'abord du troupeau qui lui a été confié, et il va vouloir rassurer tout en étant rigoureux. On va avoir un pontificat de rigueur, je pense. Votre réaction sur les images qu'on reçoit là, d'abord Rome, là, sans doute une des plus belles villes du monde, la lumière de Rome, là, cette machine, si on est profane, cette machine de communication extraordinaire qu'est l'Église. Tout est pensé, les services de communication de l'Église, le mot propagande, c'est en grande partie eux qui l'ont inventé, n'est-ce pas? Et ils la font bien, au sens tout à fait sans nuance péjorative. Et... Oui, mais c'est propagation avant tout, propagation de la foi. Évidemment, depuis les années 30, 40, on a une mauvaise image du mot propagande, et c'est normal. Après, moi, je pense effectivement aussi à cette responsabilité dont vous avez parlé, cette responsabilité de diplomate devant les conflits. On les voit très, très vifs en ce moment, l'Inde, le Pakistan et bien d'autres lieux encore. C'est pas seulement Léon XIII ici auquel il faut penser, mais aussi Léon le Grand. Parce que Léon le Grand, il a, par sa diplomatie, par son talent, réussi à protéger la ville de Rome des armées d'Attila. On peut espérer que, pour un pape qui a beaucoup utilisé le mot paix dans les premières phrases de son long discours, il y a un programme aussi derrière tout ça. Oui, c'est d'ailleurs traditionnellement une des premières missions des papes depuis la Renaissance. Alors parfois ils faisaient la guerre, ça compliquait un peu les choses, mais enfin c'est plus le cas depuis un certain temps. Et oui, la Renaissance, c'est pas la bonne période. C'est pas la bonne période. Je suis bien d'accord avec vous. Enfin, depuis lors, ils ont quand même souvent été en position d'arbitre, et là, le monde a besoin d'arbitre. Ça, c'est sûr. Alors, arbitre, ça, c'est compliqué. En revanche, en effet, diplomate et intercesseur, très certainement. Et il a été reproché au pape François, par exemple, de se dire artisan de paix, alors même que certains auraient voulu qu'il prenne parti et qu'il ne soit pas à ce point-là engagé pour la paix, sachant que la paix c'est un terme qu'il faut définir. Quelles sont les conditions de la paix? C'est tout le sujet. Donc, que sera-t-il? Lui, en effet, la répétition du mot paix l'inscrit là aussi dans une forme de continuité et dans un message adressé à tous ceux qui voudraient que le pape prenne parti.